Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venasser, en ce mercredi 31 du mois d'août, et déjà le Dalet du mois de Elul. Shiur acheté par Franck, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Oui, Franck, il veut rester anonyme, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Kol hakavod d'avoir acheté ce Shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui permettra en même temps de soutenir nos avrechim. Shashem everechem bechol asher tifnu taskilu v'tatzluchu lechem tovim ul shalom. On souhaitera vraiment une grande réussite à tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bracha v'atzlacha bezrat Hashem. On pensera aussi à une grande refouach lema pour Eliaou Cohen ben Aziza, bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha b'chol maseh adav, notre ami Jacques Lévi Ayakar, Hashem verecheto b'chol asher lo. Toute notre liste qu'on a déjà lu ce matin, Velo Nishmat Kol Mete Israël, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, ou frère les Bnot Israël. J'ai beaucoup de cours qui ont été achetés aussi à thème, mais il faudra attendre dans la liste. Il y a aussi les rabbins de Tunis, raconter des histoires, ceux qui n'arrivent pas à se marier, comment réagir avec les filles, le mérite des femmes des Avrechim. Voilà, enfin, je saute un petit peu des sujets qui m'ont été demandés. Mais il y a un sujet qui m'a été demandé et redemandé, et récemment il m'a été encore redemandé, ce sont les problèmes scolaires. Donc on va parler, Bezrat Hashem, de façon générale, des problèmes de scolarité. Vous savez que Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de grève en Israël bientôt, eh bien l'école va reprendre. Donc le 1er septembre, selon les écoles laïques, et ça a déjà repris depuis le bête du mois de Elul dans les Talmud et Torah, Baruch Hashem. Et comme vous le savez, il est impératif dans le judaïsme de mettre nos enfants dans les Talmud et Torah pour en faire des personnes qui aient de la Hirat Hashem, des Hirei Shamaim, et puis qui d'abord, avant d'étudier La Fontaine ou toutes sortes de Shakespeare, les Minéhem, eh bien, ils se doivent d'abord de connaître la Mishnah, la Gemara, la Halacha. C'est comme ça qu'on devrait normalement tous étudier et emmener nos enfants vers cette direction. Seulement, si on était passé de l'autre côté et qu'on aurait vu le monde de vérité, je peux vous affirmer qu'il n'y aurait pas un seul parent qui aurait inscrit ses enfants dans les écoles laïques. Aujourd'hui, malheureusement, l'assimilation a fait un travail assez fascinant, on peut dire. C'est fascinant ce que 2000 ans sans le Beth Amikdash a provoqué comme désarroi et comme perte au sein du peuple d'Israël, puisqu'à la limite, mettre son enfant dans un Talmud Torah, c'est mais le pauvre, qu'est-ce qu'il va devenir, et mettre son enfant dans une école laïque où on veut lui apprendre absolument à tout, sauf respecter Dieu, craindre la Torah et les mitzvot, eh bien c'est devenu le Gan Eden des enfants qui grandissent avec tout, malheureusement, les appareils les plus sophistiqués, mais qui n'ont aucun facteur pour les emmener à la crainte du ciel. Au contraire, on va leur expliquer que l'homme du sang du singe, qui vient d'une éponge, que le monde a été créé par le Big Bang, qu'un homme, un garçon peut venir habillé en fille, qu'une fille peut venir habillée en garçon, que si une fille veut qu'on l'appelle Mordechai, il faudra l'appeler Mordechai parce qu'elle sent à l'intérieur d'elle que c'est un garçon, enfin toutes sortes de choses qu'on n'a jamais connues dans l'histoire. Peut-être ça a existé, je sais pas, mais en tout cas, à la face du grand public, j'ai encore jamais entendu de telle stupidité au lieu de parler avec un enfant qui d'ailleurs aux États-Unis a fait son chemin puisque il y a eu un séquer, c'est-à-dire un sondage qui a été fait, ça fait des années que ça dure aux États-Unis, et ça fait des enfants qui en veulent à leurs parents à l'âge de 16 ans, 17 ans, et qui disent alors quoi, alors on a une crise à 6 ans, et on décide pour notre avenir, et ainsi de suite. Top, l'homme est chané. Moi, le sujet que je veux voir avec vous, c'est, Bezrat Hashem, c'est 3 pôles, c'est-à-dire les Talmud et Torah, les écoles toraniques, c'est-à-dire on apprend du Chol et du Kodesh en même temps, et ces écoles qui sont laïques. Malgré tout, ça reste nos enfants, les enfants d'Israël ont une valeur inestimable. C'est dommage que malheureusement on ne sache pas apprécier la valeur de la Torah à son juste milieu, à son juste niveau. Et si vous me dites, oui, enfin bon, il est bien gentil, celui-là en train de parler derrière la caméra, mais il faut bien qu'ils apprennent un métier. Eh bien, Baruch Hashem, j'ai 4 enfants qui ont fait les Talmud et Torah et les Yeshivot, et ils ont tous un métier, ils gagnent très bien leur vie. Donc voilà, Zelonachon, on peut tout à fait être un Baruch Yeshiva jusqu'à 20 ans, avoir fait Nebrak, mon fils qui a fait toute sa vie que des écoles religieuses, fait son Torah Rishon en éducation et en psychologie, si je ne m'abuse. Il fait son Torah Rishon, il vient de le finir avec une Michlala, soit 2 études par semaine, je crois, ou 1 étude par semaine avec Zoom, c'est-à-dire par Zoom. Et il a déjà son Torah Rishon, il a même proposé une place à 15 000 shekels du directeur d'école, et une place à droite et à gauche, et s'il fait Torah Sheni, c'est 25 000 shekels par mois, tout en restant un Ben Torah. Donc, pour ceux qui pensent que si on met son fils dans la Torah, ça devient une tare, vous vous gourrez. En attendant, les seules personnes dont on se souvient sur Terre, même après
plusieurs siècles, c'était que des gens qui n'étaient dans la Torah. Et ça, c'est un fait que personne ne peut nier, c'est un fait que personne ne peut ignorer. Et la reine Bezrat Hashem, heureux celui qui comprendra ce message. Ceci étant, mon honnêteté ne va pas couvrir absolument tous les horizons sous prétexte que la Torah est véridique. Le problème qu'on a dans les Talmudei Torah, à moindre niveau, c'est sûr, au niveau du pourcentage, c'est beaucoup moins important. C'est un état de fait. Les écoles toraïniques qui sont empreintes de parents qui ne sont pas spécialement orthodoxes et pas du tout, dans certains cas religieux, ils sont même, les écoles toraïniques qui ont été créées pour être un intermédiaire de ceux qui ne peuvent pas rentrer les enfants dans un Talmud Torah, mais qui veulent quand même faire teshuva, c'est-à-dire qu'ils sont traditionnalistes, plus ou moins. C'est ce qu'on appelle les écoles intermédiaires. Et c'est une bonne chose que ça existe malgré tout. Et puis, il y a les écoles laïques. Aujourd'hui, c'est du Mamlarti Dati. Il est très rare, comme à l'époque, le Mamlarti Dati était vraiment conseillé, même par les rabbinim. Quand on envoyait un enfant il y a 30 ans, 25 ans dans une école Mamlarti Dati, il y avait des morim qui enseignaient le Tanakh, eux-mêmes étaient religieux, eux-mêmes étaient Shomer Shabbat. Aujourd'hui, ceux qui l'enseignent ne le sont pas forcément. En tout cas, c'est pas une généralité. Il y a des écoles Mamlarti Dati où il y a vraiment des religieux qui enseignent la Torah, et il y a des écoles Mamlarti Dati où on leur apprend à être parvé, c'est-à-dire on leur apprendra le judaïsme comme des cérémonies religieuses, et donc aucune crainte du ciel n'est, expliquée ou enseignée à nos enfants. Ce qui fait que, pour eux, Shabbat, bon, ok, je fume une cigarette, faut pas me saouler non plus, si je vois un film pendant Shabbat, attends, c'est mon copain qui m'appelle. Résultat des courses, on n'inculque pas, malheureusement, la Torah. Et la Torah, comme vous le savez, elle est tmima, elle est intègre, la Torah ne se négocie pas, la Torah, elle t'a pas attendu. La Torah n'a pas besoin que tu lises bravo. La Torah est bravo. La Torah est émet. Torah émet Nathan Lanou. Et la Torah est notre assurance vie. Quand on part de ce monde, on ne prend que Torah, mitzvot et bonne action. Donc, après, c'est notre libre choix, notre libre arbitre qui interviendra pour celui qui veut entendre. Et celui qui veut pas entendre, eh bien, qu'il ne l'entende pas. On verra à la fin de la vie qui avait eu raison. On verra à la fin qui avait eu raison. Malheureusement, des petites classes jusqu'aux plus grandes classes, voire jusqu'au niveau universitaire, les problèmes existent un peu partout. Les ségrégations, le choix des amis, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On ne peut pas fréquenter n'importe qui sous prétexte qu'on est un peuple uni, on doit tous s'aimer. Ouais, d'accord, je t'aime, mais mieux vaut qu'on garde nos distances parce que là où tu veux m'emmener est contraire à mes convictions et à ma Torah, à mon judaïsme. Donc, je ne te juge pas, ne me juge pas, je te respecte. Tu me respectes, je ne te haïs pas. Ne me haïs pas, je t'aime, mais comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Il y a des personnes avec qui on ne peut pas forcément être amis. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être diplomate, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le dénigrer ou de l'isoler. Alors malheureusement, aujourd'hui, et je tiens à dire à voix haute, et j'espère que ce cours sera vraiment partagé à grande échelle, ça existe partout. Bien sûr, en France autant qu'en Israël, peut-être plus en France qu'en Israël. Il faut être avec la France, les écoles sont superbes. Oui, il y a du bien et du mauvais partout. C'est sûr, parce qu'on a beaucoup craché sur les écoles israéliennes, alors que non, je peux vous affirmer que non. Parce que tous les problèmes que je vais citer ici, d'ailleurs, m'ont été demandés de parents qui ont leurs enfants en France et pas en Israël. Et si j'insiste un peu sur cette Nekuda-là, c'est parce que on jette trop facilement la pierre en Israël. Dès qu'il y a un problème, c'est Israël. Comme si qu'en France, il n'y avait pas d'assimilation, tout le monde étudie la Torah, tout le monde est bon, tout le monde est super, tout le monde est cadré. Faut arrêter avec ces délires. Il y a des problèmes en France, tout comme il y a de bonnes choses en France. Il y a des problèmes en Israël, tout comme il y a de bonnes choses en Israël. Et alors c'est vrai que comme c'est le pays de Casimir ici, que c'est le pays de Dieu, là où s'écoule le lait et le miel, dès qu'il y a un petit problème ici, alors on montre Israël du doigt, comme le font d'ailleurs tous nos ennemis sur le domaine médiatique. Apparemment, qui se ressemblent, s'assemblent. Tov. Alors voilà, les problèmes scolaires, qu'ils soient dans les Talmudei Torah, les écoles toraniques ou les écoles laïques, qui sont beaucoup plus problématiques. Selon un journaliste d'ailleurs de Yediot Aharonot et de Ma'ariv à l'époque c'est à peu près une dizaine d'années, il disait qu'en Israël, donc là je m'adresse d'Afka à ce que je connais en Israël, entre autres à Tel Aviv, les écoles laïques avaient un système de sécurité qui dépassait celui des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a de la drogue, il y a
de la sexualité. Ça m'a été d'ailleurs apporté par le Rav Benzion Moutsafi, qui avait envoyé des inspecteurs à l'époque pour enseigner la Torah ou des notions de Torah dans ces écoles-là, qui me racontaient des choses qui étaient difficiles. De l'autre côté, eh bien, il se passe, c'est des bons niveaux, c'est un peu le système américain en Israël, comme vous le savez, dans le baccalauréat, c'est un baccalauréat mamache identique à celui des États-Unis, donc il est difficile à la limite de rater son baccalauréat en Israël. Hein. C'est mi-frein américain, c'est plutôt simple, c'est avec les points, premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième point, 5 points. Donc voilà, il y a tout à dire. Par contre, les universités en Israël sont d'un excellent niveau, parmi les meilleures au monde, et on le voit de par toutes les inventions qui sont sorties des universitaires et non pas des professeurs. Ce sont des jeunes comme le Wes. C'est pas un professeur qui l'a créé de l'université. Non, ce sont des jeunes qui ont créé énormément d'applications, énormément de start-up qui se revendent très cher grâce justement aux études qui sont mises en application dans leurs établissements. Et Baruch Hashem, l'élève Alpha Abdalim, au sein de notre Torah, beaucoup de Talmidei Chachamim connaissent déjà le chasse à l'âge de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ils seraient dignes d'être de très grands rabbanim dans beaucoup de pays, malgré leur jeune âge. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Alors nous, ce que l'on va développer ensemble, ce sont les problèmes de scolarité qui sont assez nombreux et peuvent avoir des conséquences diverses, mais des fois aussi catastrophiques. Je m'occupe moi-même en ce moment d'une jeune élève de 16 ans qui a subi le premier cas que j'ai cité ici d'ailleurs grâce à ce témoignage que j'ai eu et d'autres témoignages que j'ai eus, c'est cette nouvelle tendance dans les écoles de former des groupes et d'isoler une personne sur lequel, eh bien, tout le groupe, toute la classe vont faire un harem, c'est-à-dire mettre en quarantaine cette personne qui donc n'aura aucune amie dans sa classe et sera totalement isolée. Personne ne lui parle, personne ne l'aide, personne ne s'adresse à lui. Et bien entendu, non invité au fait, que ce soit les bat mitzvot ou les bar mitzvah, tu es mis de côté. Quand on est un jeune enfant et que ça dure pendant une année complète, on se sent totalement isolé. Cela crée jusqu'à des pathologies. Et malheureusement, la personne dont je m'occupe est empreinte maintenant d'une pathologie, d'un manque de confiance totale en elle. Et tous ces élèves, enfin ceux qui sont malheureusement à la tête de ce genre de programme, risquent de le payer très cher parce que les dégâts occasionnés et, je dirais surtout, les préjudices moraux sont presque sans retour dans certains cas, ce qui va provoquer, comme je vous l'ai dit, d'abord un manque de confiance en soi, faire du n'importe quoi, jusqu'à aller à se vendre pour avoir un ami, carrément, c'est-à-dire être prêt à tout donner pour avoir au moins une personne, et ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Alors j'ai posé la question aux parents, leur demandant qu'est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient prévenu le professeur, est-ce qu'ils avaient été voir le directeur, et ils m'ont répondu que oui, et ils ont répondu, on ne peut pas jouer les ganénettes, on ne peut pas forcer des élèves à aimer d'autres élèves. Ce qui est une catastrophe et qui aurait pu provoquer, qui aurait dit, à mon avis en tout cas, provoquer deux choses. La première, c'est ou retirer immédiatement son enfant de l'établissement, ou de faire une réunion des parents d'élèves, et si vraiment les choses étaient de plus en plus graves, avec l'autorisation d'un Beddin. N'oubliez pas ce que je dis, l'autorisation d'un Beddin, prévenir un Beddin, demander l'avis d'un Dayan, quitte à prévenir les médias de ce qui se passe dans cette école pour ne pas que ça arrive à d'autres élèves qui peuvent par la suite même tomber dans la drogue ou pire encore. Mais la reine, c'est marrant que j'ai beau raccrocher, les gens ne comprennent pas. Elle m'a la saute, c'est tout le temps comme ça. Tov. Les deuxièmes situations qu'on peut rencontrer, ce sont les moqueries, les différences de rangs sociaux, celui qui est plus riche que l'autre, donc toutes ces choses-là sont très remarquées. Il y a beaucoup de moqueries. On m'a raconté des histoires assez difficiles aussi en France. Encore récemment, dans une école, une école religieuse, où eh bien, les enfants disaient, nous, en tout cas, on a de quoi se payer des chaussures, on a de quoi se payer des habits, nous, on a de quoi sortir au restaurant, nous, on est partis en vacances, et vous pouvez pas, vous êtes des pauvres. Des choses qui ont perturbé énormément les enfants, puisque la mère est venue me raconter que son fils lui a dit « Mais maman, c'est vrai qu'on est si pauvre que ça, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas d'argent. » Et ce sont des choses qui sont extrêmement graves parce que ça perturbe, ça peut jusqu'à les perturber jusqu'une année entière de raté à cause de ces choses, ces incidents qui sont graves. Alors le problème, c'est que vous allez me dire ce sont des enfants, elle m'a la saute, vous avez raison. Mais les enfants apparemment ont un problème d'éducation. C'est que si les enfants parlent comme ça, c'est que les parents, ou ils parlent devant
les enfants ou que les parents sont à l'image des enfants, ou plutôt le contraire, les enfants sont à l'image des parents, ce qui est absolument dramatique. Je continue avec les problèmes, bien entendu, on n'ignorera pas le rackettage qui est fait dans les écoles, les mauvaises fréquentations, les pathologies des enfants non décelées, c'est-à-dire que j'ai eu le cas aussi d'un enfant que j'ai, à l'époque, la mère pourra en témoigner avec le papa, après une petite discussion avec l'enfant, j'avais dit qu'il avait tous les signes de ce qu'on appelle l'autiste Asperger, et ils ont mis juste, je crois, 2 ans avant de donner ce prognostic. D'ailleurs, le prognostic a été donné par une psychiatre ici à Ashdod qui a dit pas du tout. J'ai demandé une expertise privée par un psychiatre de renommée à Jérusalem qui, au bout de 3 ou 4 rendez-vous, a dit qu'effectivement, l'enfant était autiste. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Et donc, vous comprenez que quand on est autiste, donc limité au niveau de la compréhension et de la concentration, vous comprenez que l'enfant était complètement perdu dans les écoles dites standard normal et qu'il avait besoin d'une éducation spécialisée là où il est aujourd'hui enfin placé avec les droits qui lui sont dus dans son handicap afin que les parents puissent être soulagés et que lui puisse être aussi, Bezrat Hashem, renouvelé, remonté et être à sa place avec un professeur qui est à côté de lui, qui s'occupe de lui, qui soutient Bezrat Hashem, son handicap, qui n'en est pas un dans l'absolu, parce qu'il faut savoir que les autistes, d'abord, sont des tzadikim, et que, Baruch Hashem, ils ont un don que je me souhaite. Chaque autiste développe en général un don très particulier, qui lui est dû, surtout l'Asperger. Je rappelle qu'une des plus grosses fortunes du monde, celui qui a créé la Tesla, la voiture, est aussi autiste Asperger, à un peut-être moindre niveau, mais en tout cas, il y a eu des très grands professeurs, mathématiciens, physiciens, astrophysiciens, qui ont eu cette pathologie et qui étaient des génies. Alors ça peut être dans la musique, ça peut être dans les mathématiques et ainsi de suite, mais c'est un sujet qui touche les pathologies qui n'a rien à voir avec notre éducation. Bien entendu, les problèmes de drogue, les problèmes de violence verbale ou physique, agression dans l'école. Alors tout cela, bien entendu, fait partie d'un désarroi total chez les enfants qui n'ont pas l'habitude de pouvoir lutter contre cela. Nous avons les autres problèmes que je vais tout de suite lire et ensuite donner plus ou moins le kivoun, la direction que je voulais emprunter avec vous, les problèmes qu'on peut rencontrer dans la classe. Il y a ce qu'on appelle les préférences des professeurs. Effectivement, on peut se heurter à des situations où les profs ont leur préféré et ils vont le montrer aux yeux des autres, ce qui va être, d'ailleurs c'est strictement interdit de le faire, faut le savoir, faire des comparaisons entre l'un et l'autre. Toi t'es pas comme lui, hein. Le jour où tu arriveras à son niveau, ce sont des choses qu'on ne dit jamais à un enfant. Donc nous avons les préférences des professeurs à l'intérieur de la classe qui créent des déséquilibres au sein de l'esprit des enfants, ce qu'on appelle aussi les têtes de Turc. Vous connaissez parfaitement. Moi, j'ai été une tête de Turc pour quelques professeurs quand j'étais enfant et ça m'a dégoûté de l'école. Je vous dis franchement, c'est pour ça que j'ai pas dépassé le CM2 d'ailleurs. Les mauvais enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un mauvais enseignant? C'est celui qui va commettre des erreurs au niveau de l'enseignement, mêler ses affaires personnelles, son divorce par exemple, qui a lieu en ce moment dans sa vie privée avec l'enseignement qu'il va apporter aux autres. Ou une fois, on m'a raconté que c'était en France d'ailleurs. Un prof qui était en train de divorcer a dit à un élève de 6e, je te conseille de jamais te marier. Parce que lui, il a raté sa vie avec sa femme pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Les enseignants doivent absolument passer par une espèce de méditation, d'introspection plutôt intérieure avant de rentrer dans la classe pour laisser les problèmes à l'extérieur de la classe et ne pas rentrer leur anxiété, voire leur manque de patience sous prétexte qu'ils sont à bout de manque d'argent, problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes de je sais pas quoi. Tout ça, c'est très important et on donnera les solutions par la suite si Dieu veut. Mauvaise, donc, relation par contre entre un élève et un professeur. C'est arrivé en dernier dans un Talmud Torah. Ne pas comprendre les cours, tout simplement. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à comprendre parce que c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils ont un temps de réflexion qui les emmène à deux choses. Ou ce sont des sous-doués, ou ce sont des surdoués. Tout ça doit s'analyser Bezrat Hashem avec un ifroun, c'est-à-dire un examen approfondi vis-à-vis de nos enfants. Des fois, trop de devoirs, des fois, jamais de devoirs. Où est-ce qu'on va? Et puis, bien entendu, les problèmes de concentration et des enfants qui savent pas rester sur place
auquel on propose immédiatement aux États-Unis, comme en Israël, le fameux mot magique pour régler tous les problèmes, la Ritaline. Alors, je fais une parenthèse sur la Ritaline. La Ritaline, elle est très discutée au sein de la médecine. C'est-à-dire, les médecins, quand ils parlent de la Ritaline, vous pouvez regarder sur tous les réseaux sociaux, je parle sur le domaine médical, il y en a des professeurs qui disent qu'il n'y a aucun problème, il y en a d'autres qui disent attention, danger, drogue dangereuse. On entend absolument de tout. Moi, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle avec certains élèves, puisque j'ai été aussi professeur ici dans 2 établissements israéliens. Eh bien, je peux vous dire que la Ritaline, quand elle est cadrée et qu'elle est donnée après, bien entendu, avoir bien vérifié qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est pas dès qu'il a quitté sa chaise, hop, Ritaline, parce qu'il y a un petit peu le côté je me débarrasse du problème en le jetant dans les mains de la Ritaline. Non. Ça veut dire que des fois, l'enfant, il peut avoir une constipation. Il ne sait pas l'expliquer et donc ça va provoquer chez lui un mal de vivre intérieur qu'il ne peut pas dire pourquoi. Ce qui fait qu'il ne peut pas être concentré, il va bouger de sa chaise, il va aller à droite, il va aller à gauche. Makara etzlo. Ah, donne-lui la Ritaline, il est, comment on appelle ça, hyperactif. On appelle ça le hyperactif. Il n'est pas hyperactif, il a peut-être un problème qu'il n'a pas résolu, il a peut-être fait un cauchemar dont il n'arrive pas à s'exprimer, qui lui fait toujours peur, on ne sait pas. Donc la Ritaline ne se donne qu'à travers un avis médical après un ifroun de l'enfant très sérieux. Si vraiment on voit que c'est un problème d'hyperactivité et qu'on n'a décelé aucun problème, alors il n'y a pas de problème de donner de la Ritaline de façon cadrée, de façon minutieuse, à ce que d'un côté, le corps ne s'y habitue pas trop, mais de l'autre côté, je peux vous affirmer personnellement que j'ai même été contre la Ritaline pendant 3 ans, après m'être assis avec 2 médecins, et aussi bien en France qu'en Israël. Et aujourd'hui, je ne suis plus vraiment contre, parce que des professeurs aussi m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la Ritaline, elle était donnée de façon assez constante aux États-Unis, et que ça a permis à beaucoup d'élèves d'être concentrés, d'être plus, d'avoir une aide extérieure pour pouvoir écoutez, alors, la Ritaline, la réponse est non, mais si vraiment il y a besoin, oui. Voilà, tout simplement, tant qu'il y a un suivi médical et que les doses sont bien respectées de telle façon à ce que le corps n'en subisse pas une addiction par la suite ou un problème quelconque. Mais il n'y a pas de problème, vous savez, comme dit le Rambam, tout excès est nuisible. Donc, c'est une chose qui est importante aussi à vérifier au sein des problèmes qu'on puisse avoir au niveau scolaire. Et puis, bien entendu, les gros problème que l'enfant lui amène à l'école, c'est-à-dire qu'il est déjà mal luné, il est déjà pas dans son élément naturel, ce sont bien entendu les disputes à la maison, le divorce, les insultes, les problèmes financiers, le manque d'argent, pas d'aide au niveau financier, pas d'aide au niveau de scolaire parce que les parents travaillent trop, ils n'ont pas le temps, et bien entendu on les jette constamment devant ce fameux appareil avec des dessins animés et des films à écart, comme on dit. Le principal, occupe-toi, moi je suis occupé, j'en peux plus, j'ai déjà ma vie, je travaille trop, j'ai la maison. Donc c'est très compliqué d'avoir des enfants, surtout que les enfants ont beaucoup d'exigences aujourd'hui. Et que quelque part, occupe-toi un petit peu avec un dessin animé, je m'en fous, quoi. Vas-y, je peux plus, je peux pas. T'arrêtes pas de sauter, t'arrêtes pas de ceci, t'arrêtes pas de cela. Donc on n'est pas là pour juger, juste que ce n'est pas une solution. Que ce soit utilisé comme une roue de secours de temps en temps, bon, allez éventuellement. Mais je vous rappelle qu'à notre époque, à nous, quand on était enfant, on s'occupait en jouant, en faisant du sport, on avait des activités, et surtout en Israël, ça ne manque pas. Il y a des matnassim, il y a des possibilités, il y a vraiment de quoi s'occuper dans tous les sens du terme. Et donc, Bezrat Hashem, il faut vraiment que ce soit très important qu'à la maison, l'enfant ait un équilibre. Parce que quand il entend tous ces problèmes à la maison et qu'il rentre en tant qu'enfant dans la classe et qu'il voit et ce qu'il entend tout autour de lui, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais l'image de la vie chez lui, elle est plutôt noire. Ça veut dire qu'à la maison, il n'y a pas d'amour. À la maison, ça crie, ça parle de se séparer. L'enfant ne parle pas, mais il comprend. Peut-être pas tout, peut-être pas au niveau de la gravité de la situation du papa et de la maman qu'ils ont, mais ils ont mal au ventre. Et donc, quand ils arrivent avec leurs problèmes, eh bien, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, dans une yeshiva, d'essayer de récupérer un enfant qui avait donc été renvoyé parce qu'il n'étudiait pas du tout. Et donc j'ai été voir cet enfant et il m'a expliqué que qu'il avait beaucoup de problèmes à la maison. Je lui ai parlé, il m'a dit voilà, mon père, ma mère, bon, c'est un enfant qui avait 14 ans, ça va pas, j'ai plus envie de rien, et patati patata. Et j'ai expliqué ça au Rosh Yeshiva. Il m'a dit mais pourquoi il nous l'a jamais dit? Alors la guicha, si vous préférez, l'approche maintenant
des rabbinim, quand ils venaient enseigner la Torah, a été différente. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de retenue. Et comme j'aurais dit, laissez-le de temps en temps rejoindre un peu la maison. Il a besoin de sortir un petit peu plus. C'est un enfant qui traîne à son âge déjà un énorme rocher derrière lui parce qu'il voit des choses, il comprend des choses. Et malheureusement, dans notre génération, les parents, malheureusement, demandent aussi aux enfants de prendre leur parti. T'es du côté de papa ou du côté de maman? T'as vu ce qu'il fait ton père? T'as vu ce qu'il fait ta mère? Ils deviennent les arbitres et, dans certains cas, les psychiatres de leurs parents. C'est pas une blague. J'aurais voulu que ce soit une blague, mais c'est pas une blague. Et la reine, toutes ces choses-là sont malheureusement dévastateurs pour nos enfants. Alors, comment on fait pour remédier à tout ça? Alors, parce qu'on a dit pas d'amis, isolés, moqueries, problèmes au niveau sociologique, les problèmes financiers, les degrés, les riches face aux pauvres ou les moyens, le racket, malheureusement, la drogue, et je ne vous ai pas parlé de la sexualité, il y a aussi des problèmes dans ce domaine qu'on ne peut pas ignorer, mais je n'ai pas voulu le citer, les mauvaises fréquentations, les problèmes psychologiques non décelés à l'école, les violences verbales et agressions, on a parlé des préférences des professeurs, les erreurs du côté donc de corps enseignant, les mauvais enseignants, dans le sens où ils manqueraient de patience ou qu'ils n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils ont à dire ou alors qu'ils viennent faire simplement un travail de kablanout, ça veut dire viennent enseigner, moi je dois finir mon travail, je viens l'enseigner, celui qui comprend, comprend, celui qui comprend pas. Je sais de quoi je parle, je connais des profs qui sont comme ça, ils ont absolument rien à faire de leurs élèves, d'où l'importance dans le corps enseignant d'aimer son métier avant d'être enseignant. Si tu n'aimes pas les élèves, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu risques de faire des dégâts au niveau de l'enseignement. Et bien entendu, les préférences à l'intérieur des classes, donc les mauvais enseignants, comme on a dit tout ça, ne pas comprendre les cours, pas trop de devoirs ou trop de devoirs, et les manques de concentration et les problèmes de famille. Donc voilà, on est face à une situation qui va demander aux parents de comprendre que si on veut réussir une année scolaire chez nos enfants, ce n'est pas les déposer à 100% dans les mains du corps enseignant, mais de savoir qu'une éducation demande un suivi entre les parents, le directeur, les professeurs principaux qui s'occupent de vos enfants et des fréquentations. Si vous, en tant que parent, vous ne posez pas les questions à vos enfants, vous ne cherchez pas à créer cette espèce de relation importante, à savoir comment ça va à l'école, qu'est-ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont rackettés et que ces petits voyous de rien du tout qui leur prennent de l'argent ou qui leur prennent leur goûter ou pire encore, qui les utilisent, eh bien, les menacent de faire du mal aux parents, donc ils n'osent pas parler. Dans ce cas-là, vous avez le devoir, BMF, de faire parler vos enfants, de comprendre ce qui se passe, et faites comme je l'ai fait pour mes enfants, vous verrez, ça porte ses fruits, de débarquer à l'imprévu. Des fois, il faut demander une pause au travail, vous débarquez sans prévenir pour constater pendant l'heure de pause pourquoi votre fils est tout seul là-bas et que tous sont en train de jouer. C'est ce que vous pourriez découvrir. Ou pire encore, que votre enfant n'était pas à l'école pendant cette matinée. Pourquoi il n'y était pas? Parce qu'il avait peur d'y aller, parce qu'on l'avait menacé la veille. Ou pire encore, un père m'a raconté, dans le cas échéant à Jérusalem, qu'il a découvert en débarquant que son fils, depuis déjà plusieurs semaines, n'allait plus à l'école et qu'il traînait dans les canyonimes parce qu'il avait très peur de son prof qui l'avait menacé de plusieurs punitions importantes et étant un enfant très fragile, eh bien il n'allait pas à l'école et ses parents ne le savaient pas. Donc les professeurs ont prévenu qu'il ne venait pas, c'est lui qui a intercepté les lettres, il ne les montrait pas aux parents et sauf on a tout découvert. Ce qui fait que la solution ne peut exister qu'à travers un travail, une association entre le corps enseignant, l'école et les parents. Si en tant que parent, le soir vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils ont étudié, comment s'appellent leurs amis, est-ce qu'ils ont des gens qui leur font du mal, de leur dire que vous êtes derrière eux, que vous les aimez, que quand ils ont par exemple des réunions, écoutez bien ce que je vous dis là, c'est très important, les réunions à l'école, de parents d'élèves, on appelle ça, les réunions de parents d'élèves. Il est impératif qu'un des parents y aille, c'est impératif. Parce que là-bas, on va parler de l'avenir de vos enfants. Vous allez entendre des choses que vous ne saviez pas sur vos enfants. Il arrive très souvent ensuite que les enfants fassent de faux témoignages. Ouais, de toute façon, mon prof, il est trop dur, il fait ceci, cela. Et c'est déjà arrivé à maintes reprises que quand on entend l'autre son de cloche et on se retourne vers son fils et on dit « tu m'as menti ». Je vous affirme que ce que je vous dis, ça existe. On entend souvent aussi les enfants qui manipulent les parents. Il y en a beaucoup qui le font. Et il faut absolument que, en Israël ça se fait, en tout cas je ne sais pas en France, mais aujourd'hui en Israël ça se fait, on prend un téléphone, pas à des heures impossibles, et on appelle demandant
voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec mon fils, je le sens pas très bien, il n'avait pas envie de venir à l'école. Est-ce que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre pour qu'il ait un meilleur avenir, s'il vous plaît? C'est un travail d'association entre le corps enseignant et les parents. Si vous ne le faites pas, eh bien, tous ces points qu'on vient de citer peuvent devenir un barrage beaucoup plus important, même si ça paraît banal au début, mais ça aura des conséquences pour l'avenir. Et la reine Bezrat Hashem Barach, soyons vigilants, qu'il y a un suivi, comme je le dis souvent, d'avoir un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie. Il faut être derrière. Quand on emmène nos enfants à l'école, faut arrêter le côté, ouais, mais moi je travaille, j'ai pas le temps, ils me saoulent, ils ont qu'à s'en occuper. Non, vous vous trompez. Je tiens à vous le dire, chers parents, ce n'est pas aux professeurs de s'occuper de l'éducation de vos enfants. Eux, ils sont là pour leur enseigner. Le prof de Mishnah, il est là pour la Mishnah, il est là pour la moralité. Si c'est un Talmud Torah, il est là pour enseigner la vie et la crainte du ciel, le respect des parents. Il n'est pas là pour porter le poids des défauts de vos enfants. Si Kal Vachomer, tout ce que lui enseigne à l'école, il voit le contraire à la maison. Il enseigne la valeur du Shabbat et vous êtes Mechalel Shabbat. L'enfant, il comprend plus rien dans sa vie. Il dit, alors je comprends pas, c'est de la théorie ou c'est de la pratique, la vie? Reine, les parents, vous avez une responsabilité avec laquelle vous devez travailler avec les professeurs et non pas vous débarrasser de l'éducation des enfants ou que si mon fils ne comprend pas, il se débrouille, son prof, il a qu'à lui apprendre. C'est le monachon. De tout temps, les parents s'asseyaient avec les enfants et leur donnaient au moins 5-10 minutes par jour à essayer de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez le droit à l'école de demander une aide particulière pour que votre enfant puisse évoluer. Même si ça vous coûte 200 shekels par semaine ou par mois, d'avoir au moins 1 heure par semaine de rattrapage scolaire pour vos enfants, eh bien, c'est ça, être un père et une mère. De bien suivre les choses et si votre enfant est menacé par qui que ce soit, de demander de faire une convocation des parents de l'enfant devant le directeur pour que l'enfant soit rassuré. Car quand les parents entendent qu'on a les sons de cloche et que le directeur entend, les décisions seront beaucoup plus saines et beaucoup plus efficaces au sein de l'école, qu'elle soit orthodoxe, toranique ou laïque. Voilà. C'est un message que je voulais vous lancer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hormis la prière, les téhilim, bien sûr, le côté spirituel qui accompagne notre vie de tous les jours. Mais s'il n'y a pas le suivi des parents, si on ne réagit pas en conséquence, si on ne fait pas intervenir le corps enseignant face à un problème, eh bien, on ne pourra jamais le régler. Parce que quelque part, ce qui va se passer, et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les maisons, on n'entend que le son de cloche de l'enfant, qui a son objectivité selon son expérience et sa vision des choses, et peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort. Je me souviens qu'une fois, dans ma famille, une jeune élève est venue en disant « Ouais, il y en a marre, ma prof me punit tout le temps pour rien. » Et sa mère a eu la bêtise de lui répondre « Eh bien, tu n'as qu'à pas faire tes devoirs si elle exagère celle-là. » J'ai regardé la maman et je lui ai dit « Tu viens de commettre une très grave erreur. Est-ce que tu as appelé la prof? Peut-être que c'est ta fille qui a exagéré. » Non, 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 elle me dit « Je connais très bien ma fille. » Ah bon? C'est-à-dire qu'une femme qui a 32 ans qui est prof et ta fille qui a 9 ans, tu donnes raison à ta fille parce que tu la connais mieux? Alors j'ai dit à cette maman, ça se voit que tu n'as jamais été enseignant. Parce que le corps enseignant a des règles, il a un directeur au-dessus de lui, il y a des lois. Déjà qu'on n'a pas le droit de les gronder, on n'a pas le droit de les frapper, on n'a pas le droit de les punir, on n'a pas... qu'est-ce que tu veux? Et aujourd'hui, c'est les élèves qui pètent les pneus des professeurs s'ils ne prennent pas un 20 sur 20. Donc on voit l'éducation d'avant, on voit l'éducation d'aujourd'hui. Moi je suis contre l'éducation d'aujourd'hui, je vous dis franchement, je la trouve inadmissible. Surtout, je ne suis pas pour frapper les enfants. Mais je suis pour le respect des professeurs, je suis pour le respect de la vie, du corps enseignant, je suis pour le respect de la maison. On ne peut pas vivre sans respect. Sinon, on passe de l'anarchie à de la hiérarchie à l'anarchie. Et ça, malheureusement, ça a mené notre génération à être une génération d'une jeunesse très triste, avec beaucoup de suicides, avec beaucoup de problèmes. Et on est toujours étonné quand les choses arrivent, et on se dit, mais mince, je ne l'avais pas vu. La question était, t'étais où pendant tout ce temps? T'étais où? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui tu te réveilles? Eh bien, j'en peux plus, je suis fatigué. Chers amis, je suis pas là pour juger. Moi-même, je suis papa, j'ai des enfants, et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai des petits-enfants. Personne n'est à l'abri d'une chose difficile ou d'une bonne nouvelle. Baruch Hashem. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que s'il n'y a pas cette association, cette communication entre les parents et le corps enseignant, et peu importe où seront vos enfants, vous pourrez être certain que vous allez rater énormément
énormément de points. Pour vous donner un petit exemple, j'ai récemment reçu un coup de téléphone des États-Unis. Le père m'apprend et il me dit, à chaudes larmes, qu'il vient de savoir que depuis 4 ans, sa fille fréquente à l'école un non-juif. Alors qu'elle a été élevée dans la Torah et la tradition. Or, bien entendu, de notre génération, de Oazma, où est le problème? Ça va, le religieux. C'est extrêmement grave dans la Torah. Ça noircit la neshama, en halek l'olam haba, et je ne veux pas vous dire le reste. C'est un interdit constant de la Torah. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais pourquoi on l'a pas vu? Pourquoi on n'a pas débarqué? Pourquoi on n'a pas essayé de voir ou de comprendre? J'accuse pas le papa, le pauvre, attention, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Même ceux qui surveillent tout, mais au moins on aura tout fait pour y arriver. Je ne dis pas que le fait de débarquer Stam sans prévenir, ça va résoudre tous les problèmes. Je ne dis pas que d'appeler une fois par semaine, ou 2 fois par mois, les professeurs de nos enfants, ça va résoudre les problèmes. Mais par contre, ce que je peux affirmer, c'est que ça va les restreindre, ça va les diminuer au moins 50%. Parce qu'on va quand même déceler des points qui vont nous amener à poser peut-être de meilleures questions plus précises pour comprendre des réponses qui nous amèneront à agir en conséquence pour le meilleur de leur avenir. Voilà. J'ai pas d'autre solution que cela. Je dis franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus que cela, si ce n'est que vraiment demander un rendez-vous avec les professeurs, d'aller aux réunions de parents d'élèves, de poser les questions à nos enfants le soir quand ils rentrent, à savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont compris les choses, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils comprennent parfaitement ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des amis à l'école, et ainsi de suite. C'est-à-dire avec qui ils mangent, mamache, tout ce qui se passe. Pourquoi vos enfants vous demandent des fois trop d'argent? Parce qu'ils sont raquettés, ils n'osent pas vous le dire. Pourquoi des fois, il y a encore un truc, il y a un père qui m'a dit, j'ai découvert que mon fils me volait. Je lui ai dit, pourquoi il vous vole? Il m'a dit, mais c'est pas une question, ça Rav Tuitou. Il me vole, c'est tout. Je lui ai dit, quel âge a votre fils? Il dit, il a 10 ans. Je lui ai dit, ok. Pourquoi il vous vole? Il me dit, je sais pas. Je dis, peut-être vous devriez lui demander. Une semaine plus tard, le papa m'appelle et il me dit, écoutez, c'est incroyable, mon fils m'a enfin avoué qu'il était racketté, qu'il avait très peur. Je dis déjà, c'est peut-être aussi ce n'est pas un voleur. C'est un garçon qui a eu très peur, et il n'avait pas le droit de vous prévenir, donc malheureusement il a mal agi. Il a très 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 mal agi. Shem Yazor. Ah bah on vient de découvrir que ce n'est pas un mauvais enfant. Il a simplement eu peur. Ça fait combien de temps qu'il est racketté? Il me dit, je sais pas, il me dit que ça faisait longtemps. Et vous l'avez pas vu? Bah non, je peux pas le savoir. Vous avez été à l'école au moins 1 fois par mois. Vous avez été parler avec les professeurs. Vous êtes débarqué un petit peu. Chers amis, c'est comme ça qu'on peut savoir les choses. Si on est toute la journée à la recherche de l'argent, prêt à se déplacer à Tel Aviv, dans les banlieues, à droite et à gauche, prendre le billet d'avion pour aller jusqu'en France, pour aux États-Unis, pour sa parnassa, qu'on ait au moins un petit peu la sagesse de nous déplacer dans les écoles, de rentrer des fois même dans la classe, à savoir si tout se passe bien et repartir juste le temps d'un clin d'œil. Parce que pour vos enfants, ça voudrait dire, papa, pourquoi tu es là? Je suis venu voir comment tu allais, mon fils. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Parce que si tu vas bien maintenant, alors tu iras encore mieux demain. Kol tov et litraot.